Bonjour et bienvenue sur la chaîne Saga historique africaine. Je suis votre hôte SBK et vous regardez actuellement l'épisode 2 de ma série sur les rois du Songhai, un épisode qui traitera du règne de Soni Barou et de la guerre de succession pour le trône du Songhai. Installez-vous confortablement et sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Nous sommes le 15 du mois de Moharrem, premier mois de l'an 898 de l'Hégire, ou le 6 novembre 1492, et Soni Ali vient de pousser son dernier souffle après 28 années de règne. Le Tariq es-Soudan nous dit ceci de la mort du roi Songhai. J'ouvre les guillemets. En 898 mourut Soni Ali, fils de Soni Mahamoud Daou, au moment où il revenait de son expédition du Gourma, dans laquelle il avait guerroyé contre les Égranis et les Foulani et les avait combattus. En arrivant dans ce pays de Gourma, au moment du retour, il fut emporté en route par un torrent appelé Koni et périt par la volonté du puissant, du Tout-Puissant, le 15 du mois de Moharrem, premier des mois de l'année 898 de l'Hégire. Ses enfants lui firent ouvrir le ventre, en retirèrent les entrailles et remplirent la cavité de miel afin que le corps ne se corrompît pas. Mais on prétend que Dieu lui a infligé cela en punition de la tyrannie qu'il avait déployée sa vie durant envers les populations. L'armée de Soni Ali campa à Bahanaïa. Je ferme les guillemets. Avant de revenir sur les circonstances de la mort du roi, je vais vous expliquer pourquoi l'auteur du Tariq es-Soudan, Abderrahman Ben Abdallah es-Saadi, dans sa manière de relater les choses, n'est clairement pas objectif. Premièrement, il est issu des oulémas de Tombouctou, une classe citadine et marchande de lettrés persécutés par Soni Ali pendant plus de 2 décennies. De son point de vue, Soni Ali est un roi étranger. La deuxième raison est d'ordre religieuse. En effet, l'islam sunnite pratiqué à Tombouctou suit le courant malékite, tandis que les Songhai pratiquent leur religion traditionnelle et pour une partie d'entre eux un islam issu d'un autre courant religieux que les oulémas qualifient probablement de manière péjorative de kharidjisme, un courant rival au malékisme. Il est possible que Soni Ali ait pratiqué à la fois la religion musulmane et la religion traditionnelle pour satisfaire toutes les couches du peuple songhai. Qu'il soit kharidjite d'un autre courant sunnite ou qu'il mélange pratiques religieuses traditionnelles avec islam, il est très clair dans le Tariq es-Soudan que les oulémas, savants versés en théologie, considéraient Soni Ali au mieux comme un hérétique, au pire comme un païen aux mœurs brutales et impures. La plume d'Es-Saadi est en revanche pleine de louanges à l'égard des neveux Mohamed et Omar qui, de par leurs origines soninké, étaient de fervents adhérents de la doctrine malékite. Les neveux, donc Mohamed et Omar, dont on a parlé brièvement dans la vidéo précédente, l'épisode 1 sur la vie de Soni Ali. Revenons aux circonstances de la mort du roi conquérant. Il revient donc d'une campagne contre des tribus Peuls et Zagrani dans le Gourma, probablement les prémices de la migration Peul vers l'est qui donnera lieu à leur établissement à Dori, dans l'actuel Burkina Faso, puis dans le pays Aoussa, dans l'actuel Nigeria. Quant aux Zagrani, les historiens les identifient avec les Djogorani ou Diawambé, selon le dialecte utilisé, une confédération de captifs affranchis de diverses origines qui se sont assimilés aux Peuls tout en gardant quelques spécificités comme leur nom clanique d'origine. Le Tariq es-Soudan mentionne un torrent nommé Koni, qui aurait été la cause du décès de Soni Ali. Après, son armée aurait campé dans une localité qu'Es-Saadi nomme Bahanaïa. Il est très difficile de localiser ces lieux dont le nom traditionnel a été probablement arabisé ou déformé par l'auteur ou les multiples copistes. Bahanahiya
pourrait être une version arabisée de Bandiagara, selon certains historiens. Le torrent nommé Koni, suivant cette hypothèse, désignerait un endroit appelé Kori, à une quinzaine de kilomètres de Bandiagara, où plusieurs rivières coulent le long d'une pente et prennent source sur le célèbre plateau de Bandiagara. Bien que la saison des pluies se termine en général vers septembre-octobre, il arrive qu'il puisse y avoir des orages en novembre. Si l'on imagine qu'il est plu en amont de Kori, il est possible que Sonny Ali ait été surpris par une montée soudaine des eaux en traversant l'une des rivières. D'autant que la piste ancienne sur laquelle a été construite l'actuelle RN15, qui part de Bandiagara et s'arrête à Sévaré, traverse plusieurs rivières au niveau de Kori. Euh, Après la mort du roi, l'armée campe donc à Bandiagara pendant une durée qui n'est pas précisée. Le corps est vidé de ses entrailles et embaumé avec du miel, pratique interdite en islam où la dépouille doit rester intègre, ce qui renforce l'hypothèse d'un clan sunni pratiquant encore des rites traditionnels animistes. Son fils, Soni Abou Bekr Daou ou Soni Barou, est couronné dans une ville qu'Essaadi nomme Donoga, à une date qui n'est pas mentionnée, entre fin novembre 1492 et fin janvier 1493. Cette fois-ci, je n'ai trouvé aucune hypothèse d'historien sur la localisation de la ville, mais en cherchant sur les cartes, j'ai trouvé plusieurs candidats. Je reviendrai plus en détail sur cette ville de Donoga, car en plus d'être le lieu de couronnement de Soni Barou, elle est aussi le théâtre d'événements cruciaux par la suite. Il est dit dans le Tariq es-Soudan, je cite, j'ouvre les guillemets du coup, dès que le très fortuné, le très orthodoxe Mohamed Ben Abou Bekr et-Touri, ou suivant d'autres auteurs, Es-Selenki, un des principaux généraux de Soni Ali, eut appris cette nouvelle, il conçut le dessein de s'emparer du pouvoir souverain, et dans ce but, il combina de nombreux moyens d'action. Es-Sadi, je ferme les guillemets, hein, mais Es-Sadi nous dit très clairement que Mohamed, en apprenant la mort de son oncle le roi, complote pour lancer une rébellion et usurper le trône de son cousin Soni Abou Bekr Daou dit Barou. Je vais apporter trois précisions par rapport à ce passage du Tariq es-Soudan pour éclaircir certains points. Premièrement, Et-Touri est une arabisation du patronyme Touré et Es-Selenki du patronyme Silla, plus précisément de Silanké, qui signifie homme du clan Silla. Les deux possibles origines de la fratrie Mohamed Omar Yahya. Et oui, il y a un troisième frère, Yahya, mais qui ne sera mentionné que plus tard dans le Tariq es-Soudan. Deuxième précision, Abou Bekr, le père supposé de Mohamed, et Soni Abou Bekr sont deux personnes différentes. Le prénom Abou Bekr est très populaire en Afrique de l'Ouest dans l'aristocratie guerrière, du fait de l'émir almoravide Abou Bekr, qui a laissé une profonde empreinte dans l'imaginaire des populations musulmanes et aussi animistes. Ainsi, on trouve ce prénom à la fois dans les clans royaux Malinké et Songhai, et ce prénom est encore très courant en Afrique de l'Ouest sous les formes Abou Bakar, Bakar ou encore Bakari, qui d'ailleurs est utilisé par les Bambara qui sont farouchement animistes, en tout cas à cette époque. Euh, la dernière précision, c'est que les qualificatifs de très fortuné, très orthodoxe attribués à Mohamed illustrent très bien la différence de traitement entre Soni Ali et son neveu par l'auteur Es-Saadi. Revenons donc à la rébellion de Mohamed. Il est possible que ses deux frères Omar et Yahya, mentionnés dans le Tariq es-Soudan, y aient participé. Mohamed a une cinquantaine d'années quand il se lance dans ce pari fort risqué.
Il y a de fortes chances qu'il ait le soutien de Tombouctou et de Hombori dans son entreprise. Les traditions orales de Hombori euh, désignent Mohamed comme étant le Tondo Fari, ce qui signifie le chef de la montagne. Cela laisse à penser qu'il a, à un moment ou à un autre de sa carrière militaire, dirigé la province dont Hombori est le chef-lieu, euh, qui était probablement appelée Tondo, c'est-à-dire la montagne. Euh, En effet, le mont Hombori est le point culminant de l'actuel Mali et se trouve tout proche de la ville qui porte le même nom. Le Tariq es-Soudan ne nous précise pas de quelle ville est parti Mohamed. Euh, il nous dit juste, je cite, donc j'ouvre les guillemets, euh, aussitôt qu'il eut achevé d'agencer le réseau de ses machinations, il se mit en marche à la tête de tous ses partisans. Je ferme les guillemets. Le 18 février 1493, Mohamed et ses partisans attaquent les forces de Soni Barou dans la localité de Donoga, où le fils de Soni Ali se trouve toujours après son couronnement. Les deux candidats possibles pour la ville de Donoga que j'ai trouvés sur les cartes sont d'une part Denga, localité à une trentaine de kilomètres en amont de Tombouctou, d'autre part une localité nommée Danigunda, sur une île entre trois bras du fleuve Niger, près de la ville de Taboy, à une cinquantaine de kilomètres en amont de Gao. Bien sûr, il se peut qu'aucune de ces deux localités ne soit la ville de Donoga, citée dans le Tariq es-Soudan, mais personnellement, je trouve la localité de Danigunda plus probable que la localité de Denga. Elle est plus proche de Gao, faisait probablement partie du royaume Songhai d'avant la conquête de Tombouctou. Elle est proche de quelques kilomètres d'une localité nommée Denga Gourma, dont le nom a aussi une consonance proche de Donoga. Et sa localisation sur une île me laisse penser qu'elle aurait pu être un lieu de culte pré-islamique comme d'autres îles du fleuve Niger où les peuples animistes, notamment les Bambara, les Sorko, érigeaient des bois sacrés. D'ailleurs, Koukia, la capitale spirituelle des Songhai, se trouve sur une île également. Mais je reviendrai sur pourquoi j'ai préféré Danigunda à Denga comme lieu de couronnement de Soni Barou, ainsi que de l'affrontement entre ces deux princes. Revenons donc à la bataille de Donoga, première bataille entre Mohamed et Soni Barou. Selon Es-Saadi, la bataille a lieu de nuit, ce qui laisse penser que Mohamed, un chef de guerre expérimenté, souhaitait surprendre Soni Barou. Peut-être n'avait-il pas l'avantage numérique. Toujours est-il que Soni Barou remporte la victoire à Donoga le 18 février 1493 et Mohamed prend la fuite, ses troupes ayant été mises en déroute. La victoire n'est cependant pas décisive et Soni Barou, à la tête de son armée, se lance à la poursuite de Mohamed. Es-Saadi nous dit ceci, j'ouvre les guillemets. Ses troupes mises en déroute, Mohamed prit la fuite et ne s'arrêta que lorsqu'il eut gagné le bourg d'Ankogo, qui est voisin de Gao. Il demeura dans ce bourg pour y rassembler ses troupes et eut une nouvelle rencontre avec son adversaire en cet endroit, le lundi 14 du mois de Jomada Ier, entre parenthèses le 3 mars 1493, et je ferme les guillemets. D'autres sources écrites donnent le 12 avril 1493 comme date et nomment la ville Amphao au lieu d'Ankogo. Je n'ai trouvé aucune ville ou localité de ce nom dans les environs proches de Gao. En revanche, il y a une ville à 90 km en aval de Gao nommée Ansongo. C'est, je pense, la seule candidate possible pour la deuxième bataille de la guerre de succession. En descendant le fleuve en pirogue de Danigunda jusqu'à Ansongo, on peut couvrir les 140 km qui séparent les deux localités en plus ou moins une semaine. À cheval et à rythme soutenu, un groupe de cavaliers en fuite pourrait aussi faire ce trajet en 7 jours, ou même moins.
puisqu'il s'agirait que de couvrir au moins une vingtaine de kilomètres par jour. C'est pour cela que je privilégie Danigunda à Danga, car le trajet Danga-Ansongo, en passant par le fleuve, on est sur entre 400 et 500 km. Le plus court étant de plus de 300 km. Ça paraît difficile à mener à bien entre le 18 février et le 3 mars, donc en moins de 2 semaines. C'est un trajet qui est beaucoup trop long. Et ça me paraît pas réaliste en fait que les deux armées se sont lancées à la poursuite l'une de l'autre et que en 2 semaines ils aient couvert 500 km. C'est pas possible. En revanche, 140 km, en sachant que Mohamed il semble avoir eu une avance considérable sur Soni Barou et a eu le temps de rassembler ses troupes dispersées pendant la bataille de Donoga. Et il a eu le temps de les rassembler avant la deuxième bataille, la bataille de Ansongo. Je pars donc du principe, même si ce n'est qu'une hypothèse, que la première bataille a lieu à Danigunda, qui est nommé Donoga dans la chronique, avec une victoire de Soni Barou. Et la deuxième bataille a eu lieu à Ansongo, qui est nommé Ankogo dans la chronique, 2 semaines plus tard, selon la version du Tariq es-Soudan, même si d'autres sources donnent 1 mois et 22 jours entre les deux batailles. Le Tariq es-Soudan, lui, nous donne 2 semaines. Es-Sadi nous dit que la rencontre a lieu donc le 3 mars 1493 et que, je cite, et j'ouvre les guillemets, « Le combat s'engagea avec une grande violence, la lutte fut si terrible et l'action si meurtrière que tous faillirent y succomber. Enfin, Dieu donna la victoire au très fortuné, au très orthodoxe Mohamed ben Abou Bekr. » Je ferme les guillemets. Soni Barou, vaincu, s'enfuit à Abar ou Ayan, qui semble être l'actuelle ville d'Ayoru au Niger, à une centaine de kilomètres en aval du lieu supposé de la bataille. Il meurt en exil à Ayoru, qui est nommé du coup Abar ou Ayan dans la chronique, à une date qui n'est pas mentionnée dans le Tariq es-Soudan. Le putsch orchestré par Mohamed avait abouti et il monta sur le trône de son oncle. Es-Saadi nous dit qu'en apprenant que Mohamed avait usurpé le pouvoir, les filles de Soni Ali s'étaient écriées Askia, une expression qui signifie dans leur langue « il ne l'est pas » ou « il ne le sera pas », ce qui signifie qu'elles ne le reconnaissent pas comme roi légitime. Mohamed, quand on lui rapporta les paroles de ses cousines, décida, avec un certain sens de l'humour, que désormais on ne l'appellerait jamais autrement que Askia Mohamed, ce qui veut littéralement dire « il n'est pas roi, Mohamed » ou « celui qui n'est pas roi, Mohamed ». Askia deviendra le titre royal de Mohamed et de ses descendants. Autrement dit, Mohamed a pris le mot Askia, qui symbolisait son manque de légitimité aux yeux des sœurs de son rival, et il en a fait un symbole de légitimité en faisant de ce mot un nom dynastique. C'est tout pour moi, SBK. Vous avez regardé l'épisode de la mort de Soni Ali et de la guerre de succession entre Soni Barou et Mohamed ben Abou Bekr, a.k.a. Askia Mohamed. Et je vous retrouverai bientôt pour le 3e épisode de cette série sur les rois du Sonrail, qui sera centré sur l'Askia Mohamed et son règne, ses campagnes, un petit peu sur le même format que j'avais fait pour Soni Ali. Bon, j'ai pas pu faire le même format pour Soni Barou, puisque son règne n'a duré en tout que quelques mois.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est tout pour moi.